Bon, alors pourquoi apprendre à lire l'autre? Pourquoi apprendre la synergologie? Eh bien, c'est très simple. Vous allez avoir des interactions et vous aurez besoin de savoir si vous pouvez vous fier à l'autre qui est en face lorsqu'il est en train de vous dire quelque chose, pour troquer, pour vous donner une information ou tout simplement un échange. Je vous propose de voir tout ce langage non verbal juste après le jingle. Alors cette science, ça s'appelle la synergologie. Et mon mentor avait l'habitude de dire « le diable est dans le détail ». Il l'utilisait pour tout, pour les stratégies, pour du tir. Mais le diable dans le détail se retrouve particulièrement dans l'analyse de l'autre, dans le langage non verbal. On va commencer par le visage, parce que le visage, c'est vraiment le mode d'expression de l'individu. Et les mains vont venir appuyer ce langage-là. Le visage se décompose en plusieurs secteurs. Toujours le côté droit ou côté gauche, comme pour les mains, côté gauche ou côté droit. Il va y avoir le secteur des yeux, à partir de la base des yeux jusqu'en haut. Il va y avoir le secteur des yeux jusqu'au niveau de la bouche, c'est-à-dire le nez, les oreilles. Et il va y avoir ensuite la bouche, le menton et la gorge. On va commencer par le regard. Tout d'abord, il faut poser les bases. Les bases, c'est que le côté gauche, c'est le côté émotionnel, créativité, imaginaire, féminin. Le côté droit, lui, c'est le côté pragmatique, le matheux, le masculin, l'intellect. Ça, c'est pour ce qui est de la partie extérieure. Si maintenant on se réfère à la partie intérieure, le cerveau comme les yeux sont inversés. C'est-à-dire que l'hémisphère droit est en lien avec la main gauche et l'hémisphère droit est le siège de la créativité, de l'imaginaire, de l'émotionnel. Tout l'inverse de l'hémisphère gauche qui lui est en lien avec la main droite, siège du rationnel, de l'intellect, du masculin. Il en est de même avec les yeux. C'est-à-dire que les yeux se croisent par rapport aux hémisphères du cerveau. Lorsque les yeux regardent en haut à gauche, ils cherchent dans la mémoire, ils cherchent l'émotionnel, ils cherchent la créativité. Alors que s'il regarde en haut à droite, il est plutôt dans le rationnel. Quelle réflexion je vais pouvoir avoir? Donc là, on commence à se dire, tiens, là, s'il regarde en haut à droite, il est en train de construire quelque chose. Ce n'est pas forcément un mensonge, mais d'une manière générale, si on l'associe avec une main devant la bouche, avec une posture de retrait, une respiration un peu saccadée et des pupilles qui se dilatent, là, on peut se dire qu'il est en train de nous rouler dans la farine. En revanche, les yeux qui regardent sur le côté gauche, c'est en lien avec les oreilles, la mémoire liée aux oreilles. C'est-à-dire que j'essaie de me rappeler qu'est-ce qui a été dit. En revanche, s'il regarde à droite sur cet horizon, au niveau donc des horizons des oreilles et du nez, il est plutôt à chercher à dire qu'est-ce qu'il va pouvoir dire. Il est plus sur une projection. Si maintenant il regarde en bas à gauche, c'est plus un dialogue intérieur. Il essaie de s'interroger sur la question et c'est en lien à sa mémoire. Alors que s'il regarde en bas à droite, là, à ce moment-là, il s'agit de ressenti, d'émotions profondes. On est dans le vrai, on est dans le concret. J'essaie de ressentir ce dont on me parle et ce dont je vais avoir besoin d'échanger. Maintenant, lorsque vous parlez à un interlocuteur et ses yeux font régulièrement gauche-droite, 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 vous pouvez vous dire qu'il essaie de trouver les mots qu'il faut. Mais c'est quelqu'un qui a une instabilité, de l'indécision à ce qu'il va avoir à dire. Il y a forcément une perturbation dans les propos qu'il va tenir. Ceci m'amène à une précision. Lorsqu'on fait un véritable interrogatoire, je ne parle pas là d'un échange classique avec un individu, mais un véritable interrogatoire, on commence par enfoncer les portes ouvertes. On va commencer à lui poser la question « Alors tu t'appelles Frédéric Cuvelier, mais j'ai entendu dire qu'on t'appelait Pascal Cuvelier ». Ça va nous permettre de noter la différence entre la vérité et le mensonge. Quels sont ses tics à lui? Et surtout, observez lorsqu'il vous dit la vérité, comment il se comporte. Et il en découle aussi le fait de découvrir comment il fonctionne lorsqu'il y a une injustice ou un mensonge. Dans cette vidéo, il s'agit vraiment de savoir si on peut se fier à l'autre. Rien de plus. À présent, on va parler des mains. Les mains sont vraiment très importantes dans un échange. Beaucoup de conseillers en communication suggèrent à des présidents, des directeurs d'entreprise de toujours se joindre les mains, d'une manière de la prière, de joindre ses mains en croisant les doigts, en se maintenant les mains. Vous verrez ça beaucoup chez les politiques, ça leur évite d'avoir des attitudes ou des postures qui vont trahir ce qu'ils pensent réellement. Donc si on prend les mains, on reste toujours sur le principe de main gauche, main droite, émotionnel, intellectuel. Deux positions, supplination, pronation.
Quelqu'un qui va être dans l'échange, dans l'ouverture d'une manière générale, aura toujours tendance à être plutôt dans cette position-là, c'est-à-dire quelqu'un qui est plutôt supplination. Je vous en prie, essayez d'écouter, j'essaye de vous informer. Il ne va pas être du tout dans la posture de « écoutez, ça suffit, maintenant on se calme », vous voyez, ou « je vous demande de vous asseoir, je vous demande de m'écouter ». On a tout de suite une tendance dans une attitude de pronation à être directif. Donc c'est important déjà de regarder la personne lorsqu'elle s'exprime d'une manière générale avec ses mains. On va les positionner dans l'espace en fonction des coudes, des épaules et de la tête. On a 3 secteurs. En dessous des coudes, entre les coudes et les épaules et le dessus de la tête. Là, ça définit son niveau d'autorité, son niveau aussi de confort lorsqu'il s'exprime. Si ses mains se situent entre ses coudes et ses épaules et qu'il parle comme ça, il est sur de l'échange, mais il peut être aussi sur de l'autorité, mais non affirmé, non autoritaire. À partir du moment où il dépasse les épaules, là, à ce moment-là, il va être autoritaire. D'une manière générale, vous avez tous des images de Hitler ou d'autres encore qui ont eu les mains à ce niveau-là. On a des présidents, lorsqu'ils ont gagné une élection, ils ne sont pas « waouh, je suis content, c'est super », ils sont comme ça. Donc là, c'est vraiment 2 étapes clés dans un échange. Mais quelqu'un qui va avoir les mains plutôt comme ceci et qui va parler et qui aura les mains en dessous des coudes, d'une manière générale, je dis bien d'une manière générale et pas forcément tout le temps, eh bien c'est plutôt quelqu'un qui est introverti, qui n'ose pas trop se mettre en avant, qui est plutôt sur le retrait. Pourquoi c'est intéressant de voir aussi ces postures-là? Parce que ça va vous permettre d'évaluer de loin des positions entre des individus. Si c'est la guerre, par exemple, s'il y a un chaos, si vous êtes près de quartiers où vous savez qu'il y a des gangs, eh bien ça va vous permettre de définir qui est le boss, qui a un peu d'autorité, beaucoup d'autorité ou pas du tout d'autorité. Et ça va vous permettre de décider auprès de qui vous allez pouvoir aller discuter pour obtenir quelque chose, un droit de passage, du matériel, de la nourriture ou de la protection. Donc les mains. Donc les mains vont toucher le visage. Et les mains, c'est un petit peu l'accentuation du propos qui est dit, en plus des mimiques du visage. On va commencer par le sommet de la tête jusqu'au niveau de la gorge. Donc on va commencer par les cheveux. D'une manière générale, c'est beaucoup plus souvent les femmes qui se touchent les cheveux que les hommes. Les hommes aussi, mais ça a une autre signification. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est toujours une question de contexte. Évidemment, si une femme est seule et se touche les cheveux, elle n'est pas en train de séduire quelqu'un. Elle est surtout en train de se rassurer émotionnellement, de se tranquilliser, de s'apaiser. Alors qu'un homme qui se touche les cheveux, il est plus sur un mode de réflexion. Si maintenant il y a quelqu'un en face, on peut se poser la question. Un homme, lui, ne se touchera jamais les cheveux, sinon en se passant les mains dans les cheveux, un peu comme le lion avec sa crinière, il montre à quel point il a des cheveux et qu'il est beau. Il relève ses cheveux en quelque sorte pour montrer son visage. Regarde comme je suis beau. Donc les cheveux, c'est souvent lié à de la séduction, mais aussi à se rassurer. Toujours pareil, on garde côté gauche, côté droit. Maintenant le front. Le front, c'est vraiment lorsqu'il y a un stress intense, une activité mentale très forte, une réflexion. Les comptables sont plutôt là, oh là là, qu'est-ce que c'est que tout ça? Je vais réfléchir à tous ces calculs. Vous voyez, là, on se frotte le front. Ça peut être très passager. Waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Et là, on fait juste caresser le front. Mais si on est dessus, c'est qu'on est vraiment sur une concentration importante ou quelque chose d'émotionnel important. Waouh, c'est pas vrai, qu'est-ce qui s'est passé là? Vous voyez, le front, c'est vraiment ça. C'est très fréquent chez les gens qui tentent de mobiliser tout leur intellectuel, toute leur réflexion. Les yeux en synergologie, c'est vraiment la source et moi, c'est vraiment ce que je regarde. Alors, je regarde beaucoup les yeux, mais je regarde les chaussures, je regarde les pieds. Pour moi, ça me donne beaucoup d'informations sur l'individu. Beaucoup d'informations non verbales. Leur mouvement, leur ouverture, leur direction, leur clignement, même la dilatation me donne énormément d'informations. Et dans le cas justement de l'association des mains et des yeux et de la région des yeux, ça me donne aussi beaucoup d'informations. Vous avez certainement vu un ami vous parler de quelque chose et se frotter l'œil en faisant comme ceci. Ça, c'est souvent le geste d'une gêne. J'en reviens pas de ce que je viens de voir ou de ce qu'on vient de me dire. Je ne veux pas montrer la moindre émotion de ce que je suis en train de ressentir par rapport à ce que je viens de voir ou d'entendre. C'est vraiment lié à l'inconfort d'une manière générale, dès lors qu'on commence à se toucher les yeux. Beaucoup de gens qui regardent un film d'horreur, immédiatement ferment les yeux. C'est pas possible, je ne peux pas avoir ça. Tout comme ce geste, vous voyez, se toucher le coin de l'œil, vous l'avez certainement vu déjà. Quelqu'un qui a tendance à faire ça, d'une manière générale, c'est un geste de réassurance discret. Il essaye de
se rassurer lui-même. Ah, d'accord, ok. Alors là, je me rassure parce que je viens d'apprendre quelque chose, j'aurais jamais cru. Maintenant, le nez. Le nez, comme les yeux, c'est quelque chose qui est très lié à l'émotionnel. Pourquoi? Parce que les yeux pleurent et le nez coule. L'eau qui est en lien avec l'émotionnel d'une manière générale. C'est des émotions très fortes. Colère, tristesse, nostalgie. Ce geste est souvent involontaire. Il révèle d'une manière générale une réaction émotionnelle réelle, sincère. Lorsqu'on se touche le nez, c'est très souvent une réaction à un stress très fort. C'est pourquoi souvent on l'associe aussi au fait de dire un mensonge, une demi-vérité. Lorsqu'on se touche le nez, c'est souvent un doute ou un inconfort mental. L'inconfort mental lié peut-être à un mensonge qu'on est en train de dire. D'ailleurs, on dit que c'est le geste de Pinocchio. Pour éviter que le nez s'allonge, on le maintient de façon à ce qu'on ne soit pas pris pour un menteur. Mais c'est aussi un autre geste, c'est couvrir la bouche parce que inconsciemment, le mental est en train de dire « cache ce que tu es en train de dire, ça n'est pas beau du tout ». Mais le mensonge, c'est le nez, mais ça peut être aussi la bouche. Se gratter le nez, c'est un geste d'inconfort d'une manière générale. Et si en plus vous associez gratter le nez et ne pas vous regarder réellement, on est dans un inconfort psychologique important. Comme vous le voyez, à ce stade de la vidéo, on ne peut pas prendre qu'un seul élément. On est obligé d'associer un ensemble. C'est pourquoi mon mentor disait « le diable est dans le détail ». Car c'est une somme de détails qui va donner une information. Et pas seulement un seul détail. Maintenant, la bouche. Alors la bouche, c'est vraiment lié à l'expression. À partir du moment où vous commencez à mettre la main devant la bouche, il y a effectivement une probabilité que ce soit un mensonge, mais c'est aussi une possibilité, comme je le disais en préambule, d'une retenue. Je me retiens de dire ça parce que si je dis vraiment ce que je pense, ça va aller très mal. Ou je ne peux pas dire ce que je dois me retenir. Mais il y a aussi les lèvres. Alors les lèvres, c'est très particulier. Lorsqu'on se mordit la lèvre inférieure, inférieure gauche, inférieure droite, supérieure gauche, supérieure droite, là on rentre vraiment dans quelque chose de très particulier. Vous le savez certainement, quelqu'un qui vient de dire quelque chose et qui se mord les lèvres, d'une manière générale, a compris qu'elle a dit quelque chose qu'elle n'aurait pas dû. Maintenant, passons au menton. Le menton, particulièrement chez les hommes, c'est quelque chose de phallique. C'est limite de la masturbation. À partir du moment où vous voyez quelqu'un qui est comme ceci, ou en train de se caresser la barbe, d'une manière générale, est dans l'autosatisfaction. Il est très content de la situation, mais particulièrement de lui-même. Il y a un retour à lui-même. Si c'est main droite, c'est dans le présent. Si c'est main gauche, il repense à quelque chose du passé et il est très heureux de ce qui s'est passé. Très certainement qu'il vient d'avoir une information et que ça lui rappelle quelque chose lié au passé et il en est très satisfait. Mais c'est aussi le signe de la réflexion. Et s'il est plutôt sur une position où il partage ses doigts entre menton et la tempe, il est vraiment sur une intense concentration. Il réfléchit aux implications, que ce soit main droite ou main gauche, du passé ou du présent, toujours. Ça peut être aussi le signe d'un doute. Je doute sur ce qu'on est en train de me dire. Donc si vous parlez à quelqu'un et que d'un seul coup il réfléchit en se tenant un peu le menton, posez-vous la question, est-ce qu'il vous croit ou est-ce qu'il doute de ce que vous êtes en train de dire? Maintenant, le cou, d'une manière générale, c'est ce qui sépare la tête, donc la réflexion, du corps, l'action. À partir du moment où on se tient le cou, qu'on se caresse la nuque, il y a une difficulté, on ressent la difficulté d'une manière générale entre ce qu'on apprend, ce qu'on pense et ce qu'on doit mettre en place dans le physique. Maintenant, il y a des postures. On ne pourrait pas passer en revue la totalité des postures, mais dans le sujet qui nous concerne, comprenez que quelqu'un qui va être comme ceci, j'appelle ça la position du pare-choc. Cette position du pare-choc est vraiment la position qui indique que l'autre en face n'est pas d'accord avec vous. Si maintenant vous voyez ça chez deux personnes qui sont en train d'échanger, vous pouvez penser que celle qui est dans la position du pare-choc n'est pas totalement d'accord avec ce qui se passe. Il peut être aussi, je l'ai dit, attention, il ne faut pas faire des généralités, il peut être aussi en train de se reposer, de reposer les mains et d'attendre quelque chose. Ça a plusieurs significations. Ensuite, en termes de posture, vous avez certainement vu ces postures-là. Ça, on la retrouve particulièrement chez les militaires. Ils sont en train d'indiquer leur position sociale, leur grade, leur autorité. Quelqu'un qui a les mains comme ceci et qui parle, il montre que c'est lui le chef. Ça peut être aussi en se tenant la ceinture. Il faut savoir que dans des nations tribales, souvent d'avoir les mains à l'intérieur de la ceinture dans le pantalon est un geste de posture du chef. Comme vous le voyez, les postures sont très nombreuses.
Je reprends dans mon livre Alerte chaos imminent, qui est une véritable bible pour tout survivaliste, pour tous les sujets que j'aborde dans ce livre, c'est 380 pages. Il y a aussi une section sur tout ce qui est langage non verbal, posture et ce genre de choses-là. Donc vous retrouverez tous ces conseils dans le livre Alerte chaos imminent. Je vous rappelle que si vous aimez mes vidéos, n'oubliez pas d'appuyer sur le pouce, de vous abonner et cliquer sur la cloche pour être averti des prochaines vidéos. Be aware, be ready, soyez conscient, soyez prêts.